Alors, on en est maintenant à l'épisode 3 de cette mini-série donc consacrée aux poêles et aux inserts avec vous, Asgard. On a parlé de l'intérêt de se chauffer au bois, on a parlé des critères de sélection liés aux poêles ou à l'insert aussi, et surtout de comment faire son choix. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pas que ce qu'on a dit avant était pas intéressant, hein, loin de là, mais je veux dire vraiment le vif du sujet parce que clairement, c'est là qu'on va parler technique, il faut bien le dire. Mais avant ça, puisque du coup, on va parler clairement de l'installation, de l'environnement dans lequel le poêle va être installé, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les principales étapes de l'installation d'un poêle? Par où on commence en fait? Oui. Principales étapes donc pour le client, par quoi il doit commencer, etc. Si je comprends bien la question. Ouais, le parcours de A à Z. Le parcours déjà, c'est effectivement visite en magasin, découverte des besoins avec un de nos conseillers vendeurs. Comme on l'a dit dans un épisode précédent, on a aussi la possibilité directement de passer par les réseaux en fait, et là rentrer en relation avec notre service client qui pourra déjà aussi faire une découverte et du coup un rendez-vous à domicile, ce qu'on appelle chez nous ce qu'on appelle la visite technique, donc qui est fondamentale dans la réalisation de son projet. C'est ce qui vient attester le choix de l'appareil si toutefois il a déjà été fait, pouvoir confirmer que l'appareil dans son choix, dans son dimensionnement, sa puissance correspondent bien aux besoins d'utilisation, également bien sûr à son environnement, surface à chauffer, etc. On va donc faire cette visite technique pour rendre le projet faisable. Donc là, toute la partie technique, donc toute la partie installation, conduite fumée, arrivée d'air, retour après au magasin pour valider le projet qui est présenté bien sûr dans sa globalité à nos clients. On prend beaucoup de soins, c'est vrai, et on prend du temps avec nos clients pour l'appareil, mais on prend aussi beaucoup de temps pour leur expliquer l'installation et la mise en œuvre. Comme on l'a évoqué dans les épisodes précédents, il n'y a pas de feu sans conduite fumée, sans arrivée d'air. Donc c'est là aujourd'hui aussi notre plus-value. Et c'est aussi pour ça qu'on a au sein du magasin un espace dédié à toute la partie installation, qu'on appelle l'atelier. On montre beaucoup d'appareils dans nos showrooms, mais on a aussi toutes les pièces, enfin une partie des pièces en fait dont on va servir pour faire ou de la création de conduits ou du tubage ou du raccordement, et pour justement faire beaucoup de pédagogie autour de cette installation qui est cruciale et qui compte pour beaucoup en fait. Et c'est super intéressant dans l'installation. Pour montrer comment fonctionne un poêle, vous avez toutes les pièces à disposition pour que le client puisse comprendre en fait le processus. Exactement. Ce qui va être installé chez lui, ce qu'il achète. On met beaucoup effectivement en avant cette partie technique. On en a parlé également, mais la fameuse note de calcul obligatoire depuis 2006. On présente également la note de calcul parce que c'est la note de calcul en fait une fois faite, on met l'installation qui convient en fait en face et on présente l'installation. Et ça me tient aussi à cœur forcément en tant que directeur technique, mais aussi on met en avant aussi nos techniciens. C'est bien leur expertise, parce que tout ça faut le mettre en œuvre. C'est un métier qui est pas simple et c'est pas un métier, il y a pas d'école pour ça, on fait pas appel à des boîtes d'intérim, etc. C'est un métier qui s'apprend, on les accompagne fortement sur leur formation, on fait de la formation interne, externe, on les diplôme et on met aussi ce côté-là bien entendu en avant, parce que tout ça faut le mettre en œuvre, et si on arrive à le mettre en œuvre et bien, c'est grâce à nos techniciens. Qui sont tous certifiés RGE Calibois. Je le précise aussi parce que c'est important, ça fait partie pour bénéficier notamment des aides de l'État, il faut pouvoir faire appel à un professionnel certifié RGE Calibois. Et donc chez Asgard, on fait le choix en tout cas de former l'ensemble de nos collaborateurs, techniciens, vendeurs, jusqu'au service client même. Oui, c'est important que tu soulignes ça, Charline, parce que pour le coup c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir le label Calibois, je prends l'exemple sur mon magasin, on était une dizaine, on devait être 13-14. J'étais le seul diplômé à l'époque pour avoir le droit quelque part de mettre l'autocollant sur la porte et de dire qu'on était Calibois.
une seule personne formée au sein de l'entreprise suffit pour pouvoir voilà, exactement. Alors ça veut pas dire que le reste du personnel n'est pas formé, etc. Mais en tout cas, nous on a fait un choix, c'est de diplômer tout le monde, donc selon le cursus, donc ça va dépendre parfois on peut être diplômé au bout d'1 an, 2 ans, etc. Mais on fait ce choix, et plus qu'un choix en fait, c'est qu'on a été obligé de s'adapter par rapport à ça, et on est aussi la seule enseigne française aujourd'hui à posséder notre propre plateforme de formation agréée par l'État. Donc bien sûr il y a un expert qui se déplace, et donc cette plateforme elle est à Rennes, elle est située à Rennes, et on a des audits régulièrement où on vient la structure est auditée, savoir si on a encore les bonnes installations, etc. Et donc c'est un vrai choix, parce que forcément il y a bien entendu un coût qui est derrière, coût qu'on assume parfaitement, et c'est important effectivement que tu l'aies mis en avant, cette notion Calibois, parce que chez nous on fait en sorte que tout le monde soit formé. Et le Calibois, c'est la réglementation, quoi. D'accord. Et pour en revenir aux étapes, là donc, on était sur la note de calcul, la visite technique. Oui. On va avoir l'étape du devis, évidemment. Voilà. Une fois que le projet du coup est validé et confirmé, donc chez nous on a un service support, donc ce qu'on appelle les responsables qualité, dirigé donc par Laurine, qui est également là depuis très longtemps, qui a connu tout le développement du groupe et qui a vraiment créé ce service aujourd'hui. Donc il y a une prise en charge du responsable qualité, qui va donc prendre en charge le dossier pour la mise en commande fournisseur, de s'assurer des délais, de pouvoir prendre contact avec le client, pouvoir valider le jour exact et l'heure de l'installation. Et donc une fois que tout ça est planifié, nos clients à date d'installation, alors l'appareil est livré chez nous, on fait livrer par un transporteur. 90% de nos modèles sont livrés par un transporteur avec qui on travaille. C'est un choix pour chez le client. Chez le client. D'accord, c'est pas vous qui livrez en fait. Non, parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on considère que quand on investit dans une machine à plus de 3 000 €, et ça peut grimper aussi jusqu'à 8 000, 9 000, etc. Quelque part ça se raballe pas dans un camion de chantier, même si j'aime pas le mot chantier, mais des camions que nos techniciens utilisent, parce qu'on pense aussi à nos techniciens. Parce que manipuler un poêle, oui, ça peut peser 100 kilos, mais ça peut aussi en peser 400. C'est mieux d'être bien outillé pour le faire, effectivement. Donc là, on travaille avec un transporteur qui vient livrer du coup l'appareil, voire même les conduits directement chez notre client. Notre technicien prend contact également avec notre client. Il va prendre contact pour se présenter, lui dire qu'il sera bien là vendredi à 9h chez lui, etc. Et puis et voilà, le technicien arrive donc à domicile, lui présente le déroulement de la journée. Ça c'est important. Il y a parfois une anxiété quand on a des personnes qui viennent chez soi, parfois même pour traverser la maison de part et d'autre parce qu'il n'y a pas de conduit existant. C'est pas rien quand on traverse une maison. C'est mieux d'être présent, j'imagine. Donc, pour l'installation. Oui, c'est toujours mieux. Après, on n'est pas sujet à résident entre guillemets. Ce qui est important quand même, c'est d'être avec nous, bien sûr, pour la mise en feu, etc. Maintenant, on sait s'adapter. La fin. Oui, si le client peut pas se rendre disponible, il y a des clients, voilà, ils nous ouvrent le matin, et si le technicien peut pas faire la mise en route, eh bien c'est son conseiller vendeur qui va venir le soir même, ou plus tard le lendemain, mais qui fera de toute façon la phase d'allumage avec lui, etc. D'accord. Donc il y a tout un accompagnement, et donc le technicien présente aussi ce qu'il va faire, quoi. Parce que ça peut durer combien de temps l'installation ? Alors ça va vraiment varier en fonction bien sûr du type d'installation, mais on est le minimum c'est une demi-journée, un technicien, et le maximum en moyenne c'est une journée à 2 techniciens. Alors dans ça je compte pas ce qu'on appelle chez nous le gros œuvre, c'est-à-dire que si par exemple on a une configuration avec un chantier, on a besoin de démonter une cheminée, refaire le sol, refaire le mur, une réfection murale, le genre de choses. Là effectivement on a un peu plus de délai. Mais c'est entre une demi-journée à une journée. Et ça, c'est des choses que vous faites ? Démolir une cheminée existante, remettre à niveau un placo, faire... Alors, on le fait, oui, mais on a fait un choix aussi, c'est d'être plutôt dans la notion de co-traitance. Pour diverses raisons. Nous, on est des pros de la pose, on est des experts de la pose. Pour autant, on n'est pas forcément des experts, même si on a dans nos équipes des gens très très talentueux qui savent faire du placo, etc. Mais on a les prestataires qui nous permettent de répondre à la demande du client. C'est nous qui coordonnons tout, c'est-à-dire qu'il s'agit pas on travaille avec un plaquiste, prenez contact avec lui. Non,
nous on gère le projet de A à Z et ça c'est très important. Et donc et voilà, donc on fait ce choix pour diverses raisons. Le côté effectivement du travail bien fait, pour parfois des garanties aussi. On fait appel par exemple quand on est sur de la vieille maison et qu'on doit faire un trou dans un mur d'1 mètre de profondeur sur 25 cm de diamètre, on pourrait décider d'acheter des carotteuses et puis d'envoyer nos techniciens faire ça. Non, c'est pas notre métier. On fait appel à des pros, ils ont les garanties qui sont nécessaires derrière et ça fonctionne comme ça depuis des années et ça fonctionne très très bien. Oui, c'est mieux d'axer là où il y a votre vraie plus-value, on est bien d'accord. Et après, le parcours, il peut être différent, enfin il est différent dans le cadre d'une maison neuve ou d'une grosse rénovation. On propose ce qu'on appelle l'accompagnement maison neuve, où la maison elle est pas encore là quand vous venez choisir votre poêle. Et d'ailleurs on invite vivement nos clients à chaque fois à venir nous voir le plus en amont possible pour pouvoir intégrer le poêle là où on le souhaitait à la base dans la maison sans avoir à tout refaire après. Et l'accompagnement est un peu différent. Nous, on va prendre en charge en fait tout le suivi de l'installation du poêle du début à la fin. On va rentrer en contact avec votre constructeur ou votre maître d'œuvre, lui donner tout un cahier des charges avec l'axe du conduit, le bon positionnement, les murs d'adossement, les arrivées d'air, les distances de sécurité, de châssis, Exactement. Et puis on va, une fois qu'on a donné ce cahier des charges, on va s'assurer qu'il est bien respecté en fait à chaque grande étape. Donc dès le départ, quand on va créer les arrivées d'air, on vient au premier rendez-vous sur place. Le client n'a pas nécessairement besoin d'être là. On prend des photos s'il est pas là et on les lui envoie pour lui dire que voilà, tout s'est bien passé, l'arrivée d'air est bien au bon endroit. On revient une fois que les murs, les cloisons ont été posées pour s'assurer que on est bien sur un mur d'adossement anti-feu, enfin non combustible. Et il y a un troisième rendez-vous qui peut avoir lieu quelques jours avant l'installation pour s'assurer que tout est conforme et que le jour de l'installation où les techniciens viennent, il n'y a pas de sujet en fait. On a tous les éléments pour faire ce qu'on sait faire, à savoir l'installation du poêle. Et ça permet d'enlever une grosse dose de stress. Tu parlais au tout début de quand on rénove une maison, quand on construit une maison, il y a énormément de choses à penser. Et au moins sur cette partie qui est très spécifique et assez experte, où le client n'y connaît pas grand-chose généralement. On prend tout en main et il sait que d'expert à expert, on se parle et on arrive au résultat final avec une pause sans trop d'encombre. Quand nos clients viennent nous voir dans le cadre d'une rénovation et une maison neuve, ils imaginent pas forcément tout ça. Pour eux, choisir le poêle, ça va être simple. Notre constructeur, il a prévu un conduit de fumée, etc. Et donc, effectivement, moi, j'aime bien faire le parallèle avec la cuisine. Quand on achète une cuisine, l'électricien, il a besoin de savoir où mettre ses prises. Le plombier, il a besoin de savoir où il va mettre ses arrivées d'eau, etc. Ses évacuations. Pour nous, c'est pareil. C'est de faire en sorte que, quand le poêle est installé, que le conduit soit droit au lieu d'avoir, par exemple, un jeu de coude. Ça, c'est des choses parce qu'on part de zéro, qui peuvent être évitées. Oui. Et donc, l'enjeu, c'est qu'ils aient la pose la plus parfaite possible. Et vu qu'on travaille ça en amont, on les accompagne, on crée effectivement ce dossier maison neuve et on le suit pour que dans la finalité, ils aient l'installation qui leur avait été présentée lorsqu'ils sont venus acheter leur appareil, quoi. Justement, si on rentre un peu plus dans le détail de ces prérequis techniques, on a parlé d'arrivée d'air, on a parlé de murs d'adossement, l'histoire des coudes du conduit. Qu'est-ce qui doit être respecté? Comment est-ce qu'on regarde ça pour que son installation soit faite dans les règles de l'art? La réglementation? Oui, quel type de matériaux sur le mur d'adossement, à quoi, qu'est-ce qu'on doit faire attention? Donc, dans l'environnement de l'appareil, si on parle sécurité, bien sûr, on va prendre en compte le mur d'adossement. Donc le mur d'adossement, et savoir s'il est combustible ou non combustible. Il y a, si le mur est combustible, je sais pas, je prends exemple un placo, isolation polystyrène. Il y a plusieurs cas de figure, soit
Donc je parle d'un existant, hein, bien sûr. Oui. Soit la solution entre guillemets la plus radicale, ça serait on dépose et on repose, d'accord. Maintenant il y a peut-être un papier peint en place, ils ont peut-être juste ils viennent de refaire toutes les peintures, etc. Et on a des solutions du coup techniques pour pouvoir agir. Et on va pas agir en refaisant le mur, mais il existe ce qu'on appelle des panneaux muraux, donc panneaux notamment à base de Promat, qui sont des habillages en fait, des panneaux qu'on vient mettre au niveau du mur et qui nous permettent du coup de répondre à la norme de sécurité, donc qui dépend elle du DTU 24.1 pour être précis. Et on peut aussi, si on veut pas traiter le mur et dans la mesure du possible, on va traiter le conduit, donc savoir le conduit qu'on voit apparent en fait sur le dessus de l'appareil. Et bien on a des solutions techniques qui nous permettent d'agir sur ce conduit-là pour pouvoir le protéger, pour éviter son rayonnement et pour pouvoir se mettre à distance d'un mur raisonnable sans avoir un poêle qui se retrouve à 50 cm du mur d'adossement. Parce que pour aller un petit peu plus loin, en fait, chez nous, on a deux réglementations. On a la réglementation du poêle, qui elle, est donnée par le fabricant. Et donc, cet appareil-là, à quelle distance je peux mettre un meuble sur les côtés, etc. À quelle distance je dois le mettre par rapport à un mur combustible, non combustible, etc. Et c'est vrai que là, on arrive sur des distances qui sont quand même très faibles. C'est-à-dire que on a des appareils, mais le mur, s'il est en bois, on peut le mettre à 10 cm. Ouais. Par contre, là, il va rentrer une autre donnée qui est donc le DTU 24.1, qui va traiter là effectivement toute la réglementation de la mise en œuvre du conduit de fumée. Et là, c'est une réglementation différente. Donc, on est obligé en fait de jongler et d'agir en fait sur les deux. Après, il y a le sol, de s'assurer qu'on n'a pas un sol combustible. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Il y a encore une fois, il y a des solutions. Parce qu'on peut souvent, effectivement, avoir un sol combustible. Il suffit d'avoir le un parquet. Voilà. Comme on l'a ici dans le magasin, on a des appareils posés sur du parquet, mais on est venu protéger. Donc là, on va proposer en solution des plaques de sol, différents formats, ronds, carrés, en verre, en métal, etc. Donc ça, c'est une solution qu'on apporte à nos clients. Et puis, parfois, dans le cas d'une rénovation, etc., on a des gens, par exemple, qui vont enlever leur cheminée, ils ont un parquet qui tourne tout autour, ils vont aller mettre, par exemple, un carreau de ciment, ce genre de choses. Mais parce que du coup, c'est obligatoire d'avoir un sol non combustible. Oui. En fait, donc, l'obligation, une plaque, si on a un parquet, c'est obligatoire. Oui, en fait, c'est par rapport à la manipulation de l'appareil, c'est-à-dire que quand j'ouvre un corps de chauffe pour le recharger, j'ai un risque potentiel d'avoir une braise qui tombe ou quelque chose comme ça. Et donc cette norme doit répondre, si on doit être précis, aux dimensions de la porte, à la dimension de l'ouverture, le rayon d'ouverture en fait de la porte. C'est l'empiètement en fait que la protection de sol doit avoir pour qu'on soit sûr que la zone est sécurisée. D'accord. Et tu nous as parlé des panneaux qui permettent du coup de pas avoir à tout refaire, mais si on est dans le cadre d'une grosse rénovation, éventuellement, c'est le moment d'aller mettre un placo spécifique, feu, exactement, une laine spécifique. Isolation laine de roche. C'est peut-être... Oui, alors la pierre est un matériau non combustible. Mais attention, c'est intéressant ça que les auditeurs le sachent parce que parfois, on a par exemple des clients qui vont avoir un mur et ils le savent qui est combustible. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir un placo standard avec un polystyrène. On pourrait se dire, je vais mettre par-dessus un matériau non combustible. Typiquement, je vais mettre un parement en pierre. Il est anti-feu, mais il n'est pas coupe-feu. C'est-à-dire qu'il n'empêchera pas les chaleurs d'être véhiculées en partie arrière. Donc c'est là le point de vigilance à avoir. Donc ça ne règle en soi pas le problème. Donc oui, on a des panneaux effectivement qui existent. On a même aujourd'hui sur les panneaux des sérigraphies. On peut avoir des looks, on peut mettre de la couleur. Enfin, on parlait tout à l'heure de mettre de la couleur, par exemple. Moins conseillé sur le poêle. Là, on peut se faire plaisir si on a envie de se faire plaisir sur de la couleur, etc. D'accord. Et pour parler des autres prérequis techniques, on parlait de l'arrivée d'air, par exemple. Donc là, effectivement, on a parlé plutôt de l'environnement, donc mur et sol. L'arrivée d'air, donc c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Toute installation doit posséder une arrivée d'air. Et l'arrivée d'air, il y a deux types d'arrivée d'air. Il y a ce qu'on appelle l'arrivée d'air directe, c'est-à-dire que là, on va venir puiser l'air à l'extérieur de la maison et on va l'emmener directement dans la chambre de combustion. Donc l'arrivée d'air est reliée de l'extérieur à l'appareil directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arrivée d'air en direct, qui dans certaines configurations est obligatoire. Obligatoire sur RT 2012, RE 2020
Obligatoire également si par exemple on a des installations type VMC double flux, etc., sans rentrer dans le détail, mais parce que ça peut venir déséquilibrer la double flux ou l'appareil. En tout cas, les deux installations ont besoin d'air pour pouvoir fonctionner. Donc dans ces cas de figure, on va installer une arrivée d'air en direct. Dans certains cas, on n'a pas la solution de mettre une arrivée d'air en direct. C'est pas toujours évident. Et donc là, on a la possibilité, hormis les exemples que je viens de citer, de passer sur ce qu'on appelle une arrivée d'air en indirect. Donc là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a une grille en extérieur, comme l'arrivée d'air en direct, mais par contre, à l'intérieur, la gaine n'est pas connectée à l'appareil, mais on a sur une grille, alors nous, on appelle ça des push, parce que la grille, côté intérieur, on trouve pas trop ça esthétique, donc c'est plus discret. Donc c'est une grille qu'on peut ouvrir et fermer, et qui libère de l'air dans la pièce. En gros, si on met un poêle, peu importe lequel, le poêle, pour fonctionner, pour faire du feu, il faut de l'air, il faut de l'oxygène. Donc si je mets un appareil dans un espace, certes, il pourrait prendre l'oxygène qui existe dans l'espace, mais à partir du moment où j'en prends, je dois en remettre. Donc soit je remets de l'air par de l'indirect parce que j'ai pas le choix, soit je viens l'amener directement à la chambre de combustion, ce qui est forcément dans l'idéal, parce que du coup quand l'appareil fonctionne, on dit qu'il travaille ce qu'on appelle en circuit fermé, c'est-à-dire qu'à aucun moment il vient puiser l'air de la pièce de vie, c'est-à-dire qu'à aucun moment il vient chercher l'air quelque part qu'on a déjà transformé en chaleur, qu'on a déjà réchauffé, donc il n'y a pas de perte énergétique en fait. Mais c'est pas toujours possible. Et faut reconnaître, c'est pas non plus le jour et la nuit entre les deux, quoi. Donc l'arrivée d'air effectivement est importante. Et puis après, bien sûr, on le disait, c'est l'évacuation, le conduit de fumée. Donc là, soit on a une installation qui est existante, donc auquel cas on va contrôler sa conformité. Donc par exemple, ce qu'on appelle dans notre jargon les boisseaux briques, on va les conduits isolés existants. Donc là, on va contrôler la conformité du conduit dans sa mise en œuvre, ce qu'on appelle le débouché, est-ce que la sortie des fumées est bien à hauteur réglementaire, etc. On va vérifier les paramètres distance sécurité, est-ce qu'ils sont bien à distance sécurité des matériaux combustibles. Et après, on va souvent ces conduits, on va les retuber. Donc on va dimensionner le conduit, on va repasser un tubage à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sur ce qu'on appelle les boisseaux briques, qui sont des conduits plutôt d'époque en tout cas. Et dans le cas donc d'un conduit non existant, là ça se complique un peu pour nous en tout cas, parce que forcément si on n'a pas de conduit, soit le conduit on le crée à l'intérieur de la maison. Donc ça veut dire qu'on traverse la maison. Donc là, bien sûr, il y a des paramètres, de positionnement, des carottages, des passages planchers, passages de dalles, s'assurer que quand on fait un trou au plafond, qu'on arrive bien dans l'angle de la pièce à l'étage et non pas au milieu du lit. Donc là, il y a une vraie maîtrise technique. Et puis l'autre configuration donc qui existe, qui est la création de conduits extérieur. Donc là, en fait, le conduit, on le passe non pas à l'intérieur de la maison, mais on le passe à l'extérieur, souvent sur les pignons, etc. Quand tu te balades, je pense que tu dois avoir de temps en temps en des apparent conduits, ou coffrés selon les configurations. On a parlé de l'axe des conduits. Effectivement, selon les configurations, des fois, on voit des coudes. Comment est-ce qu'on décide si on fait un coude, jusqu'à combien de coudes on peut faire? Est-ce qu'il y a effectivement des critères sur la question des axes? Alors c'est réglementé. Alors d'abord, quand on a une installation existante, on est obligé de s'adapter au conduit existant. Au conduit. Donc un conduit qui va peut-être être un peu trop proche du mur d'adossement nous obligera, quoi qu'il arrive, à mettre un jeu de coude, parce que on doit respecter les écarts de sécurité, etc., de l'appareil, du conduit de raccordement. Donc parfois on n'a pas le choix de mettre des coudes. Et c'est globalement le seul cas, parce que sinon, si on peut ne pas en mettre, on n'en met pas. Si on doit dans l'environnement de l'appareil mettre des coudes apparents, c'est pas un choix. En tout cas, moi j'ai jamais eu un client qui m'a dit moi je veux des coudes. Si on le fait, c'est une contrainte technique sur laquelle on peut pas rogner. Concernant la mise en œuvre après d'un conduit de fumée, là on va être obligé parfois, encore une fois, par des contraintes, parce qu'on doit dévier un élément de charpente, etc. Et on est obligé du coup de mettre des coudes. Donc il y a pas, on a droit à 2 coudes à 45 ou un coude à 90. Mais en réalité, ça c'est un peu la règle de base, sans rentrer trop dans la technique. Mais un coude, c'est ce qu'on appelle une perte de charge. Donc pour les fumées, en fait, le fait de couder fait qu'on ralentit
l'évacuation des fumées. Donc on peut pas en mettre tant qu'on veut. Maintenant, il n'existe pas de norme exacte, en tout cas d'écrit dit on n'a pas le droit de mettre plus de 2 coudes. Non, mais c'est une logique pour nous. Et puis derrière, nous, on est aussi accompagné de cette fameuse note de calcul. Ça, par exemple, dans la note de calcul, c'est très précis. On vient savoir exactement combien de linéaires de conduit j'ai en ce qu'on appelle en zone froide, donc en extérieur, parce que le conduit, forcément, il est sujet à des impacts thermiques plus conséquents. Et combien de coudes on a, combien on a de distance entre nos 2 coudes, etc. Donc tout ça est calculé de manière très très précise pour justement avoir le tirage réel en finalité qu'on aura sur l'appareil. Est-ce qu'on aura de la condensation dans le conduit qui pourrait être amené à encrasser le conduit, etc., etc. C'est très précis. Et il existe des types de conduits différents selon les poils, selon les configurations? Oui. Et comme les appareils ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, les possibilités aussi, et les fabricants avec qui on travaille pour sur la fumisterie, et il y en a un qui est vraiment pas loin, donc 19, qui est à Cholet, donc pas très loin non plus d'ici. Ils apportent aujourd'hui des vraies solutions, enfin beaucoup de solutions techniques. C'est pour ça aussi que faut une personne qui s'intéresse à faire un projet, faut pas qu'elle se dise moi je suis sûr qu'on pourra pas mettre 2 poils, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent, beaucoup de solutions techniques qui nous permet de pouvoir installer des appareils aujourd'hui sur des extensions. C'était moins le cas avant. Les constructeurs, les architectes sont beaucoup plus au fait aussi aujourd'hui de ces nouveautés. Donc on voit les clients qui poussent la porte de nos magasins, qui disent mon constructeur il m'a parlé de tel type de conduit, parce que c'est des conduits qui sont très nouveaux, qui permettent de répondre à de nouvelles configurations. Donc c'est d'autres possibilités d'installation aussi, où parfois les gens se disaient j'ai fait une extension de maison, je peux pas mettre mon 2 poêles parce que mon conduit il faut qu'il soit au plus haut à 40 cm de mon fêtage, etc. Et aujourd'hui il y a des conduits qui permettent de le faire. Il y a bien sûr une règle derrière, une réglementation, mais il y a beaucoup de possibilités. Et tant mieux. Donc ça évolue aussi bien sur les appareils, mais aussi sur les mises en œuvre et donc les types de conduits qui peuvent exister. Et les solutions techniques du coup. Ok. Et justement, on a évoqué là du coup l'impact sur l'extérieur que peut avoir l'installation d'un poêle ou d'un insert. Est-ce que ça, du coup, aussi a est-ce qu'il faut se préoccuper de la réglementation locale quand on veut installer un poêle ou un insert? Et effectivement, est-ce qu'il faut aller regarder ce que dit son PLU? Est-ce qu'il faut faire une déclaration de travaux? Ce genre de petites contraintes administratives. Oui, sur les conduits en extérieur, selon l'environnement, oui, il faut s'intéresser forcément au PLU parce qu'on veut modifier entre guillemets la façade. Il y a d'autres choses sur lesquelles il faut être vigilant, mais on l'est, nous, à travers quand on fait les visites techniques, etc., ou même dès le magasin. Tout ce qui est bâtiment de France. Gros point de vigilance forcément à avoir pour pas dénaturer les façades, etc. Donc ça, la loi littorale aussi. Loi littorale, il y a des choses à respecter et comme tu l'as évoqué, les différents PLU en fait qu'on peut avoir. Et donc oui, surtout sur de l'extérieur en fait. Dès qu'on vient faire de la grosse modification, là il y a effectivement non pas un point de vigilance, mais faut s'y intéresser. Ouais, il faut pas oublier de faire sa déclaration dans les temps, si on veut pouvoir faire son installation correctement. D'accord. Et quels sont les risques potentiels d'une mauvaise installation? Que le poêle fonctionne pas, un poêle à granulés qui arrête pas de se mettre à défaut en alarme, poêle à bois qui refoule, la mise en sécurité, un appareil qui s'encrasse beaucoup, et pire, le feu de conduit, quoi. Donc forcément, il y a toujours une installation qui est pas bien mise en œuvre, c'est l'appareil effectivement qui accuse le coup, mais faudrait pas que ça devienne plus grave parce que un appareil qui fonctionne mal, c'est-à-dire que c'est un appareil qui s'encrasse. Si lui s'encrasse, le conduit c'est la même chose, quoi. Et c'est comme ça après qu'on arrive. Il peut y avoir des risques pour la santé des habitants? Alors si c'est vraiment mal mis en œuvre, oui, si l'appareil refoule, fait de la fumée partout, oui, bien sûr que oui. Tout l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle on pousse à ce que les appareils soient installés par des professionnels agréés, que ça soit Asgard ou d'autres. En tout cas, faut que ça soit installé par un professionnel. Vous savez, à l'époque, quand l'insert est arrivé sur le marché, par exemple,
quand l'insert, donc au départ on était sur du foyer ouvert et après l'insert est arrivé sur le marché. Beaucoup de gens allaient chercher leur insert le week-end au magasin et le charger dans le coffre et c'est caricaturé, mais pas tant que ça en réalité. Il y a eu beaucoup d'accidents parce que la mise en œuvre était faite par des personnes qui étaient complètement livrées à elles-mêmes sans aucun professionnalisme derrière, et l'État a mis beaucoup de choses en place. On en parlera, mais ils ont mis des aides, etc., les TVA réduites, les primes, éco-énergie, etc., et tout est fait aujourd'hui pour pousser quelque part un consommateur à passer par un professionnel. En plus derrière, passer par un professionnel, c'est aussi de la garantie. C'est une décennale, c'est s'assurer que son installation est bien faite, etc., quoi. Donc à partir de ce moment-là, si c'est bien fait, il n'y a pas de risque à avoir. D'accord. Et est-ce qu'il y a des équipements de sécurité qu'il faudrait ne pas négliger, particulièrement? Alors, on parlait du gant, tout simplement pour pas se brûler, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à envisager? Tu parlais de la vitre froide la dernière fois, qui n'existe donc pas. Dommage. Mais quand on a des enfants, c'est pas comme les fours. C'est ça, non. Des enfants en bas âge, on peut être amené à mettre une grille devant, en fait. Comme ce qu'on pouvait retrouver autour des cheminées avant. Mais après, au-delà de ça, le gant, la grille, en fait, à partir du moment où votre mur d'adossement, il est conforme, que vous avez un sol non combustible, il n'y a pas de... À partir du moment où l'installation est bien faite, les règles de sécurité sont déjà optimales, en fait. Et il y a beaucoup de clients qui ont des enfants qui n'ont pas de grille devant, en fait. Parce que... avant d'approcher, en fait, le poêle, je pense que l'enfant, il a aussi un peu le réflexe de la chaleur, l'arrête un peu, en fait. Il essaye une fois, puis exactement. il fait pas deux fois. Bon, il y a toujours un risque, mais c'est vrai, comme le disait Charline, quand l'appareil est en feu, la notion de rayonnement dégagée par la vitre, elle vient repousser. Une petite information quand même importante, tu parlais de protection sur le devant de l'appareil, notamment les grilles qu'on peut... par exemple, pour les assistantes maternelles, c'est obligatoire. Donc ça on fournit, c'est de l'accessoire, donc c'est comme un parc de plus entre guillemets, mais qu'on vient mettre en fait tout autour de l'appareil avec une porte pour pouvoir accéder à la zone de feu, et ça, par exemple, c'est obligatoire pour les assistantes maternelles. Après, en dehors du gant, en fait, le fait qu'il y ait une porte versus un foyer ouvert, il n'y a pas de risque d'éclat, en fait, d'étincelles ou quoi que ce soit, donc non. Oui, puis comme vous l'avez dit un peu plus tôt aussi, vous faites la première mise en chauffe. C'est comme ça que se termine l'installation, quoi, en fait, si je comprends bien. Donc, vous formez au bon geste, à la bonne façon d'utiliser son poêle, et déjà, ça permet de limiter les risques, j'imagine. Oui. Ouais, après, oui, mais en tout cas, c'est pas ça qui va avoir un impact ou pas sur des risques, je dirais, graves, en fait, de refoulement ou quoi que ce soit. Ça permet d'entretenir son poêle et qu'il soit plus durable, enfin, qu'il dure plus longtemps. Mais en termes de risque, je veux dire, au sens dangereux, non. Les bons gestes n'ont pas forcément d'impact, enfin, je pense, là-dessus. Non, pas. Enfin, si vraiment on parle de risque important, non. Après, filmer. En revanche, quand même, si on prend le temps avec nos clients de bien leur expliquer comment ça fonctionne, c'est pour éviter effectivement, des risques éventuels quand même d'encrassement, dysfonctionnement, etc. Mais c'est important pour nous. D'abord, c'est normal d'accompagner le client jusqu'au bout et lui expliquer, parce que il est venu en magasin, on a fait un feu, on a déjà expliqué comment ça fonctionnait, etc. Mais entre-temps, il s'est passé du temps. On va pas lui remettre juste une notice, même si on l'a remet. C'est important de faire la première flambée avec eux et de leur expliquer tout ce qui tourne autour du fonctionnement, du bon. On les conseille sur le bois, la qualité du bois qu'on doit utiliser, granulé. Toute la notion entretien, que ce soit leur propre entretien au quotidien, mais aussi l'entretien annuel, etc. On en parlera sûrement. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de vraiment accompagner jusqu'au bout le client dans la démarche, et que une fois qu'on part de chez lui, qu'il puisse être autonome. Et après, on reste ouvert, c'est-à-dire que quand on pose un poêle en plein mois, selon les étés, mais en plein mois de juillet, on n'allume en général pas son poêle tout de suite. Et donc, le client, il rallume en octobre, il nous appelle, s'il faut revenir, on revient. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Et pour finir sur l'épisode donc dédié à l'installation, moi j'ai quelques questions plutôt d'ordre
à nouveau un peu d'ambiance et de décoration d'intérieur, et notamment sur les types d'installations. Déjà, je voulais savoir, est-ce qu'on peut, et c'est plutôt pour un insert là pour le coup, est-ce qu'on peut utiliser un parement bois pour coffrer son insert? Alors c'est des choses qui sont possibles mais qui demandent en termes de réalisation pas mal de technicité. Mais c'est pas parce qu'on met un insert qu'on pourrait pas mettre de bois dessus, mais il y a toute une conception autour de ça qu'il faut qu'on ait. Même principe quand on pose une télé. C'était ma deuxième question. Voilà, et donc on pose pas une télé comme ça, tu un insert. Voilà, il y a toute une conception autour de ça pour bien isoler les deux en fait. Isoler la télé de son fonctionnement avec une alimentation électrique, avec tout ça, du fonctionnement du foyer, de la chaleur qu'il dégage, de ce qu'on appelle la brume de chaleur en fait, c'est la chaleur qui est dégagée sur le dessus du foyer, et donc c'est réalisable, mais il y a toute une conception à avoir autour quoi. C'est pas juste on fait un bâti, un habillage classique puis on vient mettre un parement en bois, ou non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais une fois que le bâti entre guillemets est réalisé, les extérieurs c'est non combustible, donc, y a pas de c'est conçu pour quand même, mais ça se fait pas n'importe comment. Donc c'est faisable, mais faut vous en parler en arrivant pour que ça soit étudié et fait correctement. Exactement. Quelqu'un qui a déjà un insert existant chez lui, où il a mis une peinture blanche et ça fait 3 ans et qu'il a envie de mettre du bois, non. Et il ne s'agit pas d'aller acheter des planches de bois dans le week-end et que effectivement ce soit réalisé en tant que. Oui, il y a des paramètres à prendre en compte pour que ça soit en totale sécurité. Après, on a des clients qui, alors là c'est plus dans le cadre d'un poêle que d'un insert, mais qui, quand ils viennent nous voir, n'ont pas de papier peint en fait sur leur mur. Leur mur est bien non combustible, donc on pose le poêle avec les bonnes distances de sécurité. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, si on mettait un papier peint. Voilà, exactement. Puis sans nous en parler, en fait, on peut s'en rendre compte après coup. Malgré tout, plutôt que de leur demander d'enlever le papier peint, il existe des solutions, des choses à mettre autour du conduit justement pour, autour du conduit qui était déjà pensé pour être, conforme, mais pour justement protéger encore une fois l'écart entre le papier peint et le conduit. Oui, on a plusieurs. Les habillages ventilés en l'occurrence, mais ça peut être de l'isolé. Enfin, il y a différentes solutions techniques. Et ça, effectivement, on a quelques clients dans l'année comme ça, parce qu'on fait les entretiens. Donc, quand on revient chaque année, là, on arrive, puis là, on est surpris. On dit il y a un matériau au mur qui a été mis. Donc, ça grossit un peu le conduit. Donc, je dirais, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper au maximum, parce qu'on vient ajouter une couche par-dessus le conduit. Donc, il y a forcément une incidence en fait esthétique derrière. Il faut pas modifier son installation et l'environnement de l'installation sans consulter un professionnel. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir des conséquences. Et lui donner tous les critères au moment du cahier des charges, quoi. Si jamais on a l'envie, effectivement, d'aller poser un parement ou d'aller installer sa télé, parce qu'effectivement, c'était une de mes questions, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus couramment. Ça nous vient des usages transatlantiques où effectivement ils ont beaucoup l'habitude d'installer la télé au-dessus de la cheminée et souvent on se demande effectivement est-ce que c'est faisable. A priori donc oui, à partir du moment où c'est bien étudié, mais il faut que ça soit bien conçu et pas sur un insert existant quoi. Finalement il faut revoir sur un insert existant, il y aura forcément des modifications à apporter pour pouvoir loger la télé, ça c'est une certitude. Mais c'est faisable. C'est faisable. Une bonne réponse. Et pour terminer, dans les installations un peu cocasses aussi, il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les photos d'inspiration, c'est la cheminée, ou l'insert, on va dire plutôt, au niveau du plan de travail dans la cuisine. Est-ce que ça peut se faire a priori, mais comment et de la même façon, j'imagine. Tout est une question en fait de respecter l'ensemble des distances de sécurité de mise en œuvre. Donc bien sûr que c'est possible. C'est possible, tout dépend les matériaux, ce sur quoi il est posé, l'appareil, les distances, on en parlait. Est-ce que mes conduits de raccordement sont bien à distance réglementaire de m'ajout de meuble qui est en bois, etc. Donc à partir du moment où on respecte le cahier des charges fabricant du poêle et le DTU, il y a aucun problème pour ça. Oui, donc en fait, en soi, si je comprends bien, toute demande peut être réalisée à partir du moment où elle respecte les critères de DTU et de fabrication. Exactement. Et plus elle est anticipée, mieux c'est.
Ouais. Avoir une cuisine existante qu'on veut modifier, ça sera toujours plus complexe que d'avoir une installation neuve et qu'on collabore avec éventuellement le cuisiniste pour s'assurer que tout coordonne, quoi. Très bien, super. Bon alors on a passé en vue les aspects techniques de l'installation d'un poêle, des critères de pose aux différentes étapes à suivre pour une mise en place optimale. Pour tous ceux qui souhaiteraient plus d'infos sur la visite technique dont tu as parlé tout à l'heure, donc qui est un rendez-vous gratuit que vous proposez chez Asgard, donc avec l'un de vos experts, je mets évidemment le lien dans la description de cet épisode. Et maintenant qu'on a toutes les clés en main, donc pour s'assurer une installation dans les règles de l'art, en respectant à la fois donc la sécurité, la performance. On va parler concrètement de la vie au coin du feu. Comment ça se passe, la vie avec un poêle ou un insert chez soi. Et ça, c'est dans l'épisode 4.